Bonjour et bienvenue dans cet épisode particulièrement sombre, et je dis pas ça à cause de la lumière. Lorsque l'automne s'installe et qu'Halloween approche, j'aime bien aborder des thèmes en rapport avec la saison, et cette année ne fait pas exception. Halloween, c'est pas la fête païenne, là? Quel rapport avec la nuit? Quel rapport avec l'épisode, surtout? On est quoi, en février, mars? Au lieu de passer l'hiver à écrire des livres, elle aurait mieux fait de retravailler son introduction. Le village s'endort. Parfait. Je leur ai pas expliqué la suite des règles, elles vont nous laisser tranquille un moment. La nuit, donc. Comme à peu près tout ce qui constitue notre univers, la nuit fait l'objet de pas mal de croyances et d'analyses depuis un bon moment. Voilà pour les précisions. De manière assez prosaïque, l'auteur latin Virgile divise la nuit en 5 parties. La prima fax, ou début de la nuit, l'heure durant laquelle les activités continuent, le concubinum, ou début du sommeil, la nox intempestia, ou nuit profonde, la nox media, ou deuxième partie du sommeil, et enfin le gallicinum, ou chant du coq, l'heure durant laquelle le village se réveille. Oui, j'ai gagné? Ah, dommage. Plus tard, au 7e siècle, Isidore de Séville divise la nuit en 7 parties sur un modèle semblable. Et d'ailleurs, au début du Moyen-Âge, on comptait 12 heures de jour et 12 heures de nuit, quoi qu'il arrive. Du coup, les heures de nuit d'hiver comptaient jusqu'à 90 minutes, et celles d'été pouvaient descendre à 30 minutes. Elle est con. Heureusement, depuis, on a inventé les horloges. Dans les croyances populaires du Moyen-Âge, les différents stades de la nuit ont tous leur lot de superstitions. Par exemple, le crépuscule est souvent perçu comme un moment irréel, créant une atmosphère étrange. La nuit qui tombe est palpable, elle est une sorte de brouillard sombre faite de vapeurs parfois considérées comme néfastes qui tombent sur le monde. A l'inverse, l'atmosphère de la journée est incolore et sans odeur. Ah ouais? Essayez de passer une journée à Paris. Dans le roman de Lorrain, les chevaliers aperçoivent un château au loin, mais celui-ci semble s'éloigner à mesure que les chevaliers s'en approchent et que la nuit tombe. La lune, quant à elle, revêt une dimension spirituelle importante. D'abord bénéfique, elle suscite la méfiance du XIVe au XVIIe siècle à cause de la chasse aux sorcières à laquelle elle est liée. D'autres phénomènes tels que les aurores boréales, les éclipses ou les comètes sont également observés et commentés, et sont la plupart du temps annonciateurs de malheur. On pense aussi que les maladies empirent durant la nuit. Il est vrai que le sommeil peut augmenter les probabilités de décès, par exemple en cas de crise cardiaque, ou quand ce n'est pas l'atmosphère confinée d'une maison sans fenêtre ou la position couchée qui font s'aggraver les symptômes durant la nuit. Malgré toutes ces explications pleines de sens, ce sont plus souvent les vapeurs nocturnes qui sont accusées. Tout cela est assez contradictoire avec mon époque, durant laquelle le sommeil avait la réputation de guérir les malades. Durant la nuit, les dieux guérissent le malade, ou bien ils lui fournissent en rêve le remède qui le sauvera. Non mais on a ça aussi au Moyen-Âge, on n'est pas à une contradiction près. Chez nous, il existe des tas d'endroits magiques où, si on va dormir dessus, paf, on est guéri. Par exemple, il existe une légende du XIIe siècle. Un aveugle rêve qu'il retrouvera la vue s'il va dormir sur l'autel de Sainte-Richtrude, c'est dans le Nord. Il va prier devant l'autel, s'endort dessus et paf, il se réveille et il voit tout. Après, on peut supposer que la prière a eu un peu plus d'effet que le sommeil en lui-même dans cette histoire. On peut. On l'aura compris, la nuit est généralement assez mal considérée. Dans la Genèse, comme dans le Coran, elle est le domaine du mal, à l'opposé du jour. On connaît la chanson, au commencement il faisait tout noir et la lumière fut, et si Dieu est à l'origine de la lumière, alors les ténèbres ne peuvent venir que du diable. C'est comme ça. Forcément. Dans la peinture médiévale, elle est d'abord représentée sous la forme d'un personnage allégorique, qui revêt une robe sombre, souvent bleu foncé. Dans cette image du psautier de Paris, par exemple, elle porte un joli voile étoilé pour montrer qui c'est qui commande. Par compensation avec l'obscurité, le Moyen-Âge montre un goût prononcé pour la lumière et les couleurs chatoyantes. Robert Grossetête, évêque de Lincoln, déclare en 1235 « Ce qui constitue la perfection et la beauté des choses corporelles, c'est la lumière. La lumière est la chose dont la présence engendre le plus de joie. Métaphysiquement, Dieu est la lumière à l'état pur, et dans la mesure où les choses sont lumineuses, elles ne sont pas seulement nobles, elles sont divines. » Mais ne nous attardons pas sur la lumière puisque c'est pas vraiment l'objet de cet épisode. Même si le sujet s'y prêterait, je vais faire l'impasse sur toutes les croyances qui veulent que la nuit permette l'apparition du diable et de tout un tas d'autres joyeusetés, parce que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les revenants, et dans celle sur les sorcières, et dans celle sur les superstitions au Moyen-Âge. Elle adore l'histoire des superstitions. Que voulez-vous? Notez cependant que ces croyances sont très nombreuses, et souvent en lien avec le sommeil. Le diable apparaît surtout au moment de l'endormissement ou du réveil. De même, concernant les sorcières, on ne sait pas vraiment si elles attendent la nuit pour se rendre en personne au sabbat du diable ou si elles ne s'y rendent qu'en rêve, par l'intermédiaire de drogues et potions qu'elles consomment.
L'auteur anglais Gervais de Tilbury écrit vers 1211 que les médecins attribuent ces envolées de sorcières à des cauchemars, tout simplement. Et on tient peut-être là le fin mot de l'histoire. Merci Gervais! Les rêves, quant à eux, sont vachement mystérieux et souvent associés à la divination. Ils seraient prémonitoires chez les Égyptiens, porteurs de bons conseils pour les Grecs. Pour le pape Grégoire le Grand, il existe 5 catégories de rêves. Ceux dus à une nourriture trop copieuse, ceux inspirés par le démon, ceux qui découlent des soucis de la journée, ceux qui viennent de Dieu et ceux qui répondent à un souhait du dormeur. Même si Grégoire le Grand écrit au VIe siècle, ces idées sont reprises tout au long du Moyen-Âge et donnent 3 catégories de rêves, ceux de Dieu, ceux du diable et ceux des hommes. Les textes médiévaux se montrent critiques envers ces songes et surtout envers ceux qui croient à la divination par les songes, parce qu'on ignore qui en est à l'origine. Si c'est le diable, c'est pas de chance. Comme le dit le dicton, il m'entraîne au bout de la nuit, les démons de minuit. Mais la nuit n'est pas que mauvaise, elle permet le repos et la réflexion. Dès les premiers siècles de la chrétienté, les ténèbres sont associées au mysticisme. Plus proche de l'invisible que durant la journée, dans cette atmosphère particulière, les hommes peuvent lire, se perdre en contemplation. Et prier! Oui, j'y venais. Dans la journée chrétienne de Pierre de Luxembourg, l'importance de la prière nocturne est rappelée avec moult détails. Le milieu de la nuit est recommandé car il est l'occasion de prier au calme, sans être dérangé, sans aucun autre regard que celui de Dieu. Car oui, finalement, Dieu est aussi ténèbres. Décidément, il est omniprésent. Les prières nocturnes peuvent être collectives. À l'époque mérovingienne, les vigiles sont une messe qui commence vers le milieu de la nuit et se termine à l'aube. Les veillées de prière se poursuivent dans les siècles suivants, sur les lieux de pèlerinage ou lors de catastrophes telles que des épidémies. Les moines, quant à eux, sont réveillés en pleine nuit par les frères chargés de cette mission pour chanter les psaumes en commun. Dans les institutions de Cassien, au 5e siècle, l'auteur précise que ces prières ne doivent pas être trop longues pour que les moines puissent ensuite prier individuellement ou se consacrer au travail manuel. Dans les faits, beaucoup retournent se coucher. En résumé, les croyances liées à la nuit sont infinies et auraient pu à elles seules représenter un ou plusieurs épisodes. Mais j'ai décidé de limiter ce petit florilège pour me consacrer maintenant à certains aspects plus concrets de l'histoire de la nuit. Et puis, comme le dit un auteur anonyme de la Renaissance, finalement, la nuit n'est que l'absence de soleil et l'obscurité, l'absence de lumière. Une vision certes pragmatique, mais qui n'empêche pas la nuit d'être liée à des dangers bien réels. I am vengeance. I am the night. I am Batman! La nuit représente un danger depuis le début de l'humanité, lorsque nos ancêtres préhistoriques se réfugiaient dans des arbres ou dans des grottes pour attendre le lever du jour. Elle prive notamment les humains de leur vision, leur sens le plus développé. Qu'on se trouve chez soi dans son lit, dans la rue, dans la forêt, on craint facilement pour sa vie lorsque le jour s'achève, et pas seulement à cause des prédateurs. Cette peur est véhiculée par les parents, qui comptent depuis des siècles des histoires surnaturelles à leurs enfants, tout ça pour les faire dormir. Pour les habituer progressivement à la nuit, certains envoient leurs enfants effectuer des tâches autour de la maison au coucher du soleil, comme ramasser du bois, cueillir des fruits, chercher de l'eau au milieu de la forêt... Ah non, ça c'est les misérables. À la maison, les parents organisent parfois des parcours d'obstacles avec leur mobilier pour les familiariser avec l'obscurité et tout ce qu'on y trouve de déplaisant. Parcours! Une fois un peu plus âgés, les enfants jouent parfois à des jeux nocturnes au sein du village, qui leur permettent de connaître les moindres obstacles qui s'y trouvent, étangs, arbres, puits, etc. Le but est qu'une fois adultes, leur environnement n'est plus aucun secret pour eux, même dans le noir. En ce qui concerne les dangers à proprement parler, il y a d'abord la peur des créatures féroces. Certaines sont imaginaires, mais d'autres comme les loups sont bien réelles et ne rassurent guère les voyageurs qui doivent traverser une forêt de nuit. En général, on évite donc de traverser les forêts de nuit. Les chemins, les routes, les collines et les rivières sont responsables de nombreux accidents et sont d'autant plus dangereux la nuit que les humains sont privés de leur vision. Les rues des villes ne sont pas beaucoup mieux. L'éclairage en est souvent absent au Moyen-Âge, permettant à pas mal de promeneurs nocturnes de tomber dans un canal, un fleuve ou un puits. Même les pavés ou les saletés au sol rendent le cheminement hasardeux et sont à l'origine de pas mal d'entorses ou pire. Ceux qui doivent tout de même voyager de nuit, par choix ou par nécessité, se reposent donc sur ce qui leur reste de vue, d'abord, car il est rare que l'on ne discerne plus rien du tout. Les humains voient mieux la nuit que la plupart des animaux. Les voyageurs peuvent aussi s'aider de torches ou de lanternes qui les éclairent sur quelques mètres, mais elles sont peu efficaces et peuvent s'éteindre en un coup de vent. Plongés dans le noir, ils se fient donc au ciel, à la lune et aux étoiles. Seuls les ciels nuageux offrent les nuits les plus obscures. Il faut alors se fier à d'autres sens, l'ouïe, le toucher et l'odorat pour s'orienter. Tous ces sens sont bien plus affûtés à mon époque que de nos jours. Enfin, au XXIe siècle, quoi. Le parfum de la forêt et du village, la qualité du sol, le bruit des pavés sont autant de signes qui peuvent permettre à un voyageur accompli de s'orienter. Mais le danger est aussi humain. Dans les campagnes et dans les villes surtout, des bandes de jeunes un peu éméchés n'hésitent pas à commettre crimes et délits, profitant de la nuit pour entrer par effraction chez les gens.
Les villes universitaires sont les plus concernées. À Paris, par exemple, en 1451, les étudiants font un gros bordel dans les rues du quartier Sainte-Geneviève. Ils jouent de la flûte, ils crient pour faire peur aux bourgeois, ils dansent dans les rues. La fréquentation des tavernes ne facilite pas les choses et accentue les comportements illicites ou violents. In vino veritas. La nuit est le cadre d'autres crimes graves. Expéditions punitaires ou assassinats sont plus discrets lorsqu'il fait noir. C'est le cas lors de l'assassinat du duc d'Orléans en 1407. Les meurtres ne sont pas forcément prémédités, mais peuvent résulter du climat particulier de la nuit. Deux personnes se bousculant dans une ruelle, dans l'obscurité, ont plus de chances d'en venir aux mains s'ils ne se reconnaissent pas. C'est le cas de Jean de la Rajasse par exemple, qui rentre d'une foire en 1398, se fait attaquer et tue son ami par erreur au lieu de l'agresseur parce qu'il faisait trop noir pour les distinguer. Il est d'ailleurs d'usage de dévier de sa trajectoire si on entend un autre passant s'approcher et de s'annoncer pour éviter toute réaction inconsidérée. Le vol, quant à lui, est le plus grand fléau du Moyen-Âge et surtout le crime qui provoque le plus l'indignation. Avant l'assassinat, oui. La plupart des vols ont lieu en journée, quand le propriétaire est absent. Mais voler de nuit peut avoir ses avantages, comme dans le cas des églises qui sont seulement désertes la nuit. Les voleurs nocturnes agissent souvent en bande, ce qui terrifie d'autant plus les pauvres gens qui essayent de s'endormir parce que de tels cambriolages ont beaucoup plus de chances de dégénérer. Certains groupes jouent même sur les superstitions et se déguisent en démons ou en fantômes pour pénétrer chez leurs victimes et les voler tranquillement pendant qu'elles sont occupées à avoir peur. Dans les actes de procès, l'heure du délit est souvent précisée et les crimes commis de nuit sont associés à des heures suspectes, heures prohibées ou heures propices aux méfaits. Les seigneurs justiciers condamnent plus sévèrement les crimes commis de nuit, y voyant une circonstance aggravante. Du coup, certains accusés essayent de convaincre les juges que pas du tout, ils ont commis le crime, certes, mais de jour. Quelle indignité. À en croire les sources judiciaires, les crimes ont lieu plus souvent la nuit que le jour. Pourtant, à partir de lettres de rémission, l'historienne Claude Govard a constaté que 25% des crimes ont lieu la nuit, 31% à la tombée de la nuit, contre 44% en journée. Avec tous ces dangers, on évite de sortir le soir, et du coup, ironiquement, le taux de criminalité de nuit baisse. Pourtant, les vols de nuit, on ne parle toujours pas de sorcières ici, augmentent à mesure que les campagnes s'appauvrissent. Au XVIIIe siècle, ils deviennent même plus fréquents que les vols de jour dans certaines régions, comme le Somerset en Angleterre ou le Libournais en France. Dernier grand danger de la nuit, les incendies. Les villes médiévales brûlent plutôt bien, les rues sont étroites, les maisons sont en bois. Les incendies, qu'ils soient criminels ou non, sont facilités la nuit par les nombreuses chandelles utilisées pour s'éclairer dans le noir. Les premiers engins pour lutter contre les incendies sont introduits au XVIIe siècle, mais avant ça, on doit se contenter de seaux, d'échelles et de bras. Il est rare qu'une ville passe un an sans connaître un incendie. En Angleterre, entre 1500 et 1800, au moins 421 feux détruisant plus de 10 maisons sont déclarés en ville. Parmi eux, 46 détruisent plus de 100 maisons. Le cas le plus célèbre est le grand incendie de Londres de 1666, bien sûr, qui emporte la cathédrale Saint-Paul, 87 églises, plus de 13 000 maisons et de nombreux bâtiments publics. Londres semble être la métropole qui brûle le plus, mais Moscou, Amsterdam, Rennes, Toulouse, pour ne citer que quelques exemples, connaissent toutes de grands incendies. Paris, Lutèce à mon époque, est d'ailleurs l'une des rares grandes métropoles à être épargnée. Dans les campagnes, même si les maisons sont plus espacées, le feu attise aussi les craintes, à défaut d'être attisé, puisqu'il peut détruire aussi bien les maisons que les granges, avec toutes les récoltes qu'elles contiennent. Et du coup, face à tous ces dangers, que fait-on quand la nuit tombe ? Jour. Nuit. Le soir venu, les villes médiévales ferment leurs portes et tendent des chaînes à travers certaines rues pour empêcher les déambulations nocturnes. À Paris et à Lyon, les fleuves sont eux aussi barrés de chaînes pour empêcher toute circulation. Tant pis pour les retardataires, les voyageurs ont intérêt à regagner la ville avant la tombée de la nuit s'ils ne veulent pas dormir à la belle étoile. Un système de guet est mis en place dès l'époque mérovingienne. Il est renforcé au XIe siècle puisque l'Europe occidentale connaît un grand essor urbain à cette époque. Il est souvent assuré par les membres des guildes de marchands et d'artisans en France, tandis qu'en Angleterre, des hommes de guet professionnels apparaissent au XIIIe siècle. Dans les campagnes aussi, on patrouille. Les champs, les vergers et les granges sont surveillés à tour de rôle par les paysans par peur des voleurs et des prédateurs. En ville, le couvre-feu est annoncé par des cloches et incite chacun à rentrer chez soi. Il sonne généralement vers 6 ou 7 heures du soir selon les saisons et ne s'assouplit qu'à la fin du Moyen-Âge pour résonner vers 9 ou 10 heures selon les villes. Ça va être tout noir. Ça va être tout noir. Le travail de nuit est interdit dans la plupart des corps de métier parce que la lumière artificielle coûte cher et elle peut mener à des défauts de fabrication, voire à des incendies. Les rues ne sont pas vides pour autant car il existe des exceptions. Les médecins doivent soigner, les valets doivent continuer de travailler, les boulangers doivent livrer leur pain, et certaines verreries et orfèvreries bénéficient de passe-droit pour travailler de jour comme de nuit, parce que les fours ne peuvent pas vraiment s'éteindre juste comme ça.
Même situation dans les campagnes. Parfois l'été, les paysans sont obligés de faire des pauses pendant la journée parce qu'il fait trop chaud et du coup ils reprennent le travail à la tombée de la nuit. Pour tous les travailleurs qui fréquentent la ville la nuit, sans parler des voyageurs et des amis des tavernes, les ordonnances recommandent de ne pas se déplacer sans une torche ou une chandelle et surtout de ne pas être armé, parce que être dehors la nuit, ça rend déjà suspicieux aux yeux des gardes. Les masques et même les capuches sont parfois interdits en ville. Oh, c'est bête. Reste maintenant à lutter contre l'obscurité et à s'occuper. La maîtrise du feu par l'Homo erectus lui permettait d'accomplir des tâches une fois la nuit tombée, de se rassembler autour du feu, de sociabiliser. Et en Moyen-Âge, c'est un peu pareil. Les maisons des villes sont souvent faites d'une pièce unique, avec peu d'ouverture. Elles sont donc très sombres la journée, surtout si elles sont à encorbellement, alors la nuit, n'en parlons pas. Dans les campagnes, elles ne sont guère plus éclairées. On pourrait bien faire poser des fenêtres qui, à défaut d'être transparentes, laisseraient passer la lumière, mais le verre coûte cher, et sans verre, les fenêtres deviennent juste de simples trous qui laissent passer le froid. On ne veut pas de ça. Ce n'est qu'à partir du XIVe siècle que les ouvertures étroites laissent place à de grandes verrières dans les châteaux. Mais le reste de la population doit encore s'en passer pour un bon moment. Tant pis pour les gueux. Lorsque la nuit tombe, on allume donc le feu, qui procure à la fois chaleur et lumière. On aime tellement les feux qu'on organise souvent des feux de joie sur les places. Pour la Saint-Jean par exemple, mais pas seulement. C'est l'occasion de danser, de boire. Alors ouais, ça gaspille un peu de bois, mais il faut bien vivre, hein. Chaque maison possède un foyer unique, qui n'éclaire guère au-delà de quelques mètres. Du coup, tout le monde se rassemble autour de l'âtre pour en profiter. Là, durant la veillée, on discute, on joue, on se raconte des histoires, et surtout, on continue à faire de petits travaux. Il y a toujours des vêtements à réparer, des outils à affûter, du grain à moudre. Les cheminées apparaissent au XIIIe siècle, mais elles ne se diffusent qu'à partir du XVIIe siècle. Et les maisons les plus modestes ne disposent encore que d'un simple foyer à cette époque. Auri sacra fames. Des chandelles de suif ou des lampes à huile peuvent s'ajouter à l'éclairage nocturne. Dans les maisons les plus riches, on trouve aussi des chandelles de cire et des candélabres. Dans les monastères, enfin, la règle de Saint Benoît, rédigée au VIe siècle, indique que les dortoirs doivent être éclairés toute la nuit. Une dépense coûteuse mais nécessaire. Plongés dans le noir, les moines peuvent difficilement respecter la règle du silence pour communiquer. À l'extérieur, par contre, c'est pas la fête des lumières. On a vu que les rues au Moyen-Âge étaient mal éclairées et qu'il fallait s'équiper de torches pour y circuler. Seuls les événements importants, comme la visite de grands personnages, encouragent les municipalités à prendre des mesures. Par exemple, le 25 décembre 1519, alors que la reine-mère est en visite à Poitiers, il est ordonné à tous les habitants de suspendre une lanterne à leur fenêtre la nuit. Vous croyez vraiment que la ville allait fournir l'éclairage elle-même? Paysans. Au début du XVe siècle, la ville de Londres fait la même demande aux habitants des rues principales pour certains jours définis, lors des sessions du Parlement, de certaines fêtes religieuses. En 1415, elle étend cette obligation à toutes les nuits entre le 31 octobre et le 2 février. En 1461, Paris oblige également à ce que des lanternes soient accrochées chaque nuit aux maisons des rues principales. En 1595, c'est au tour d'Amsterdam d'obliger à ce qu'une lanterne soit installée toutes les 12 maisons. Bien sûr, ces mesures restent insuffisantes. Les lanternes ne sont souvent allumées que pendant l'hiver et ne brûlent que quelques heures avant de s'éteindre, alors que les activités reprennent bien avant le lever du jour. Quand les paysans arrivent en ville à l'aube pour vendre leurs produits par exemple. Dans le noir du coup. Durant la deuxième moitié du XVIIe siècle, l'éclairage nocturne s'améliore et devient une dépense publique, enfin. Paris adopte un éclairage public en 1667, Berlin en 1682, Londres en 1683. Souvent composés de lampes à huile et de lanternes à bougies, ces éclairages demeurent très faibles et réservés aux rues les plus fréquentées. Louis-Sébastien Mercier, critiquant l'éclairage de Paris au XVIIIe siècle, déclare qu'il est juste assez fort pour rendre l'obscurité visible. C'est beau. Malgré ces éclairages modestes, la nuit est aussi l'occasion de sortir, quel que soit le niveau de richesse. Les veillées peuvent parfois laisser place à des visites à la taverne, bien que certaines réglementations s'efforcent de limiter la vente d'alcool et les jeux après le couvre-feu. La nuit est aussi le moment préféré des amoureux pour se retrouver discrètement en attendant le mariage. Carpe diem. Chez les classes plus aisées, la nuit est l'occasion de faire la fête avec un peu plus de pompe, grâce à l'argent. Certaines choses ne changent pas. À la fin du Moyen-Âge, les rois et princes se livrent à toutes sortes de banquets, de jeux, de danses. Mais lors de soirées un peu plus calmes, la nuit est aussi l'occasion de s'adonner à la lecture. À partir du XVIe siècle, l'Europe compte de plus en plus de lecteurs et de lectrices, mais moins, parce que le patriarcat, toi-même tu sais. Surtout, à partir du XVe siècle, les lecteurs les plus éduqués commencent à lire dans leur tête et non plus à voix haute, ce qui facilite un peu la vie, de leur entourage surtout. Dans les foyers aisés de l'époque moderne, les bibliothèques sont souvent situées dans la chambre, signe que la lecture est plutôt un passe-temps nocturne. Par contre, lire la nuit c'est sympa, mais ça use pas mal de chandelles, alors c'est pas donné à tout le monde. À partir de la Renaissance, deux nuits s'opposent, entre celle de la majorité de la population,
plongée dans le noir et la promiscuité, et celle de l'élite qui enchaîne les bals, les fêtes, les pièces de théâtre, toutes illuminées pour tromper la nuit. Au XVIIIe siècle, les repas commencent à être pris plus tard et permettent davantage de loisirs nocturnes, surtout pour l'élite bien sûr, mais les premiers cafés-concerts, les restaurants et les opéras connaissent un succès croissant. Un journal de Londres explique en 1779 que les fêtes, qui commençaient autrefois vers 6 heures, ne démarrent à présent qu'à 8 ou 9 heures du soir. L'essor de l'économie assouplit aussi les règles du travail nocturne, et les gens apprécient de plus en plus de se promener le soir, voire la nuit, pour le plaisir, ce qui fait que les rues sont bien plus agitées qu'au Moyen-Âge. Au XIXe siècle, la vie nocturne bat son plein et des ordonnances doivent réglementer les horaires de fermeture des cabarets. Dans les rues, les becs de gaz remplacent les lampes à huile et permettent d'améliorer l'éclairage. L'élite fréquente les soirées mondaines, les classes populaires se retrouvent dans la rue pour discuter et seule la classe moyenne conserve une tendance à rester au foyer. Si l'on ne craint plus le diable, l'insécurité continue de régner, mais l'apparition de l'électricité et l'amélioration des transports au début du XXe siècle encouragent encore davantage les habitants des villes à se rendre au théâtre, au café et même un peu plus tard au cinéma. Ce n'est qu'à partir des 30 Glorieuses que l'amélioration du confort et de l'équipement des foyers calme un peu cette effervescence et encourage les gens à rester chez eux. C'est le home sweet home. Ouais, du coup, dans tout ça, on dort quand ? Dormir la nuit, ça remonte à nos ancêtres très lointains, qui s'abritaient le soir pour échapper aux prédateurs et en profitaient donc pour dormir, tant qu'à faire. Si on retourne maintenant au Moyen-Âge, les veillées prennent généralement fin vers 9h du soir, même si elles peuvent toujours déborder. Il est même courant de coucher les enfants avant le début de la veillée, voire même avant le repas du soir. Tant pis pour eux. Au moment du coucher, tout un rituel se met en place. Il faut d'abord refermer les portes, tuer les puces et les punaises de lit. Certains paysans font rentrer des bêtes à l'intérieur, à la fois pour les protéger et pour profiter de leur chaleur. Au Pays de Galles, la croyance veut que les vaches donnent un meilleur lait si on les laisse se réchauffer près du feu. Et puis aussi, ça permet de les traire sans prendre froid. La chambre pouvait être la pièce commune pour les maisons les plus modestes ou une salle à part chez les plus fortunés, de taille et d'organisation très diverses selon les époques et les lieux. Le point commun entre toutes ces chambres est que le lit en constitue le meuble le plus important. Il est fréquemment cité parmi les objets essentiels à un couple. Ce lit est fort semblable à notre lit moderne. Il est composé d'un bois de lit, de la literie et de tentures placées autour pour dissimuler des regards et protéger des courants d'air. Sa taille se mesure en lais, soit la largeur d'une personne. On trouve des lits de 1,5 lait, 2 laits, 3 laits, car on dort souvent à plusieurs. Les lits peuvent abriter un couple, les enfants, les parents, des amis, des voyageurs, des étrangers de passage. Moi, je veux dormir à la taverne. Mais tonton Perceval, il prend toute la place. C'est même pas vrai. Oh, chut, on dort. Ces lits partagés sont plus souvent une nécessité qu'un plaisir et sont remis en cause pour des raisons de morale. En 1496, les vicaires de Saint-Brieuc interdisent que frères et sœurs âgés de plus de 7 ans partagent le même lit, sous peine d'être excommuniés ainsi que leurs parents. Seuls les moines s'imposent le lit individuel et le port de vêtements pour dormir. La morale, encore une fois. Ouais, parce qu'en général, on dort tout nu. Avec un bonnet de nuit sur la tête, quand même, pour pas prendre froid. Une chemise d'intérieur reste à côté du lit pour être enfilée au réveil, mais l'ancêtre de la chemise de nuit apparaît au XVIe siècle, et chez les familles les plus fortunées uniquement. Pour ce qui est de la durée du sommeil, nos ancêtres n'avaient rien à nous envier. En moyenne, les Français dorment 6h42 par nuit de nos jours, enfin façon de parler, ce qui est à peu près 1h30 de moins qu'il y a 50 ans. Avant la Seconde Guerre mondiale, il n'existait pas de statistiques du sommeil. Cependant, grâce aux sources, on sait que la durée moyenne de sommeil était de 7 ou 8 heures pour les hommes à l'époque moderne et un petit peu plus pour les femmes. Et on peut supposer que ces chiffres étaient semblables au Moyen-Âge. Trop de sommeil était associé à de la fainéantise, alors qu'à l'inverse, dormir peu était considéré comme un gage de sérieux. Napoléon se vantait de ne dormir que 2 ou 3 heures par nuit, mais il est probable qu'il exagérait un petit peu les faits. Il allait même jusqu'à laisser la lumière allumée dans son bureau pour faire croire qu'il bossait alors qu'il dormait à côté. Enfin, c'est pas ma période, mais on me l'a dit, quoi. Pour la qualité du sommeil, on a beau se plaindre de nos problèmes modernes, tout n'était pas non plus parfait avant le XVIIIe siècle. Le sommeil était unanimement vanté comme une source de bien-être, et les médecins le recommandaient largement, mais le froid, les odeurs, la promiscuité, les souris, les puces de lit, etc. n'étaient pas du meilleur effet. Et après, on se plaint des bruits de travaux dans la rue. Et puis bien sûr, il y avait les mauvais rêves, les terreurs nocturnes. Au Moyen-Âge, le sommeil est souvent représenté dans l'iconographie par ses aspects négatifs. On voit des corps agités ou endormis dans des positions inconfortables. Enfin, et c'est le point qui m'a le plus surpris dans mes recherches pour cet épisode, le sommeil avait jusqu'au XIXe siècle une particularité que nous avons perdue. Il était coupé en deux. En effet, jusqu'à l'industrialisation, on avait tendance à se coucher peu après la tombée de la nuit, puis à se réveiller vers minuit pour 1 heure ou 2 et à se rendormir jusqu'au matin. On retrouve des traces de ce sommeil dans les sources, aussi bien durant l'Antiquité qu'au Moyen-Âge. Tu te rends compte, Lucrétia, on a enfin un point commun. Formidable. Durant la période d'éveil intermédiaire, vers minuit donc, il pouvait se passer tout un tas de choses.
La plupart des gens restaient au lit, priaient, méditaient simplement au calme, baisaient aussi, il était apparemment recommandé de concevoir les enfants la nuit. Certains restaient plongés dans les rêves de leur premier sommeil et leur attribuaient des vertus divinatoires. D'autres se levaient, allaient aux toilettes, vidaient leur pot de chambre. Enfin, il arrivait que des personnes sortent carrément de chez elles, aillent vérifier que tout allait bien autour de leur maison, effectuent des corvées, étudient ou rendent visite aux voisins pour discuter un peu avant de retourner se coucher. En 1878, l'écrivain Robert Louis Stevenson retrouve ce sommeil segmenté lors de sa randonnée à travers les Cévennes. Il s'éveille peu après minuit et décrit une heure parfaite qu'il consacre à méditer face aux étoiles. À son époque, le sommeil segmenté avait déjà disparu. Pourquoi alors se réveillait-on presque systématiquement en pleine nuit jusqu'au XIXe siècle et pourquoi a-t-on perdu cette habitude? Plusieurs hypothèses ont été évoquées. L'historien Guillaume Garnier attribue cela à un réflexe préhistorique, de vérifier que tout va bien, tandis que d'autres avaient tendance à voir dans cette pratique un reste des premiers préceptes chrétiens, avec les moines qui se levaient la nuit pour prier. Pourtant, certaines civilisations de nos jours dorment encore de cette manière sans jamais avoir été christianisées. Le problème, c'est la lumière. Dans les années 1990, des chercheurs du National Institute for Mental Health cherchent à recréer le sommeil préhistorique. Ils privent leur groupe d'études de lumière artificielle pendant plusieurs semaines et réalisent que ce sommeil fragmenté réapparaît peu à peu. Les sujets dormaient environ 4 heures, se réveillaient pour 2 à 3 heures de temps calme et se rendormaient pendant 4 heures à nouveau. À partir du XVIIIe siècle, la généralisation de la lumière artificielle et le travail de nuit modifient le rythme du sommeil. La nuit perd de son aura inquiétante, on se couche plus tard et le sommeil perd en qualité. Moralité, si vous regardez cette vidéo avant d'aller vous coucher, bon courage! J'espère que cet épisode vous a plu. Il a pris énormément de temps à sortir puisque je le prévoyais pour Halloween et qu'on est en 2022. Les raisons sont multiples. J'avais réuni énormément de ressources pour cet épisode et du coup au moment de l'écriture j'avais un tel tri à faire que ça m'a démotivée pendant un moment. Et du coup je m'y suis remise quand ça me faisait à nouveau plaisir de travailler dessus parce que c'est quand même le principal, de se faire plaisir en travaillant dessus. Et en plus, entre-temps, j'ai eu pas mal d'autres travaux d'écriture puisque j'ai continué d'avancer sur mon prochain livre de vulgarisation historique, spoiler, et j'ai aussi écrit un roman entre novembre et décembre. Parce que pourquoi pas, mais là aussi, spoiler. Et concernant Time Warp, la saison 2 de Time Warp, pour vous donner un petit peu de nouvelles, les épisodes 1 à 6 sont montés sur 10, donc ce qui fait qu'il reste 4 épisodes à monter. Tout n'est pas terminé puisqu'après ça il reste encore la composition de la musique qui est tout juste en train de commencer et aussi il y aura encore des effets spéciaux, un peu de mixage son, etc. Mais du coup puisqu'on a une monteuse, moi je me contente de superviser depuis la fin du tournage et c'est très plaisant. Et je peux vous dire que le résultat a l'air beau et j'ai très hâte que vous le voyez. Bref, après toutes ces nouvelles, il me reste à vous souhaiter plein de bonnes choses, une très bonne année 2022 et je vous retrouve très bientôt pour un Gentille Dame Badass. Merci beaucoup. Le village s'endort. Bloom, bloom, sweet lily flower. The brown bird sings his melody. Bloom, bloom, sweet lily flower. I go to see Saint Mary. Hold, hold my hand in yours. Hold, hold my hand. Cold, cold the night has grown, no calling to pay the ferry. Hold, hold my hand, dear love, hold, hold my hand. Cold, cold the night has grown, no calling to ease my wandering. Bloom, bloom, sweet lily flower. The brown bird chirps his melody. Bloom, bloom, sweet lily flower. I go to see